Donc on va passer au français, puis on va changer aussi un petit peu d'échelle, parce que moi je vais parler de l'agriculture, mais plutôt dans les développements périurbains, avec... il faut que je trouve le bon bouton. Hop. Ouais, c'est super. Voilà. Avec un constat sévère, ça c'est une photo que j'ai prise à Montréal, au nord-ouest de Montréal. L'urbain est dans l'espace naturel et bien évidemment, il est aussi dans l'espace agricole, voire forestier. Avec quand même l'idée d'une double menace sur le paysage rural qui vient à la fois de l'accroissement urbain, mais tout autant de la modernisation agricole. D'ailleurs, dès les années 80, on a annoncé la mort du paysage. Si on se place dans un continuum urbain-rural, et rural-urbain d'ailleurs, je vous propose qu'on lise un peu différemment ce mélange-là, en partant de l'idée que l'agriculture en est une des composantes de ce continuum, au même titre que les espaces naturels, forestiers et que les espaces urbanisés. Donc pas dans une logique de clivage, mais plutôt dans une logique de complémentarité, avec, en tout cas notamment en France, à la fin, un vrai questionnement qui est que les outils de l'aménagement sont quand même en grande partie ou en majorité des outils qui sont des outils d'urbanisme et dont on peut questionner l'adaptation à ces évolutions d'un système urbain à la fois rural et urbain. Alors effectivement, les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, ont intégré des données environnementales, paysagères, agricoles, qui vont réguler l'utilisation des sols. Mais les objectifs sont toujours la régulation des développements urbains. De son côté, le remembrement s'appelle maintenant aménagement rural et, dans bien des cas, il gère autant l'ouverture des terres à urbaniser que l'optimisation du foncier agricole. Troisième élément, depuis 2003, la préservation des milieux naturels et des paysages ruraux aussi d'ailleurs commence à impacter, même si c'est timidement, les pratiques agricoles à travers en fait la conditionnalité des aides européennes attribuées aux agriculteurs dans la politique agricole commune. Alors on voit que préservation de la nature, protection de la production agricole et aménagement urbain sont en plus en plus liés. Ce qui se passe, ce qu'on traduit des fois en termes de pression, c'est qu'effectivement l'agriculture est à l'interface. Elle est à l'interface de systèmes urbains, tout autant qu'elle est à l'interface de systèmes naturels. Alors c'est du point de vue de cette interface que je vais parler de l'agriculture, alors périurbaine, urbaine, agriculture en tout cas, et je vais le faire en m'appuyant sur un point de vue qui n'est pas celui de l'agriculture, qui est celui du paysage, car je pars de l'idée que en fait, les représentations que nous avons de notre environnement, donc des paysages, guident nos manières de l'aménager. Alors, quel rôle y joue l'agriculture? Quelle place a-t-elle? Je vais avancer en deux temps. D'une part, en partant de l'idée que la nature des campagnes est agricole. Effectivement, l'agriculture a guidé nos manières de voir, mais en même temps, l'agriculture dessine un système d'espace ouvert, urbain-rural, et on va essayer de voir comment on peut arriver à un fonctionnement conjoint, si on peut y arriver. Alors oui, la nature
des campagnes est agricole, au sens où c'est l'agriculture qui a produit les catégories esthétiques qui nous permettent de lire le paysage rural. On le voit sur les dessins de Jardin, donc de Capability Brown, qui dessine des paysages pastoraux choisis, où on enlève ce qui va déranger dans l'agriculture, idéalisé, ou dans les tableaux de John Constable. Ce paysage, il est forcément pastoral. Donc il y a un paysage idéalisé qui est une partie de ce paysage qui disparaît. Il disparaît, d'accord, le foncier agricole diminue, le nombre d'exploitants diminue, en partie parce que les surfaces sont plus grandes, mais ce paysage rural qui disparaît, il disparaît aussi tout simplement parce qu'il est déconnecté de la réalité agricole. En réaction, en fait, cette esthétique agricole va être reconstruite, soit en naturalisant les espaces cultivés ou urbains, soit en agricolisant les parcs urbains. Alors, on retrouve les emblèmes de ruralité dans pas mal de dessins de parcs contemporains, qu'ils soient urbains ou périurbains, avec, dans le design des espaces, là avec un paysagiste français qui en est en fait l'archétype, qui est Michel Corajou, qui a dessiné notamment le parc du Saussay, avec des prairies, des champs, des bocages, des forêts, et Michel Corajou, qui dit d'ailleurs « Plus que la nature, j'aime la campagne ». Mais on va le retrouver aussi dans le mode de gestion des parcs urbains, avec des techniques agricoles pour gérer les parcs urbains. C'est le cas dans le parc de Gerland, aussi de Michel et Claire Corajou, où les sillons ou les bandes de plantation sont dimensionnées à la taille de l'entretien par un tracteur. Mais on va le retrouver aussi en faisant appel à des agriculteurs pour entretenir les parcs urbains. C'est notamment le cas du parc départemental des Lilas dans la périphérie parisienne, où des agriculteurs viennent pâturer. C'est des techniques d'entretien qu'on va retrouver dans pas mal de parcs départementaux ou dans un certain nombre de réserves naturelles. Ces emblèmes de ruralité qui ont orienté nos manières de voir les paysages, on va aussi les retrouver dans les politiques de préservation des paysages ruraux. On va voir ce qu'on préserve, mais on tend surtout à préserver des paysages-images qui répondent à cet idéal de ruralité qu'on essaye de préserver. Alors, pour expliquer cette construction, je vais partir de la distinction que font à la fois Claude Raffestin, même si c'est un peu différemment, et John Birkenough-Jackson, où ils identifient deux types de paysages. Un paysage politique ou planifié, qui traduit en fait une vision ou une organisation globalisante. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément faite par un organisme politique ou par une institution. Et pour Claude Raffestin, ce paysage peut devenir image quand ce qui motive cette vision ou cette organisation est un référent esthétique, culturel, économique, complètement extérieur au lieu sur lequel il va s'appliquer. L'autre paysage, qui est vernaculaire ou domestiqué, est associé à un espace, même à un sol, qui est modelé par des habitants en fonction de leurs besoins. Puisqu'il est modelé en fonction de besoins, ce paysage il peut aussi être abandonné s'il n'y a plus de besoin. C'est aussi ça, la logique du paysage rural qu'on essaye de préserver. Par contre, de plus en plus aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, surtout dans
dans des projets de préservation, valorisation d'un territoire, c'est que le paysage image tend à se déguiser en paysage vernaculaire, avec une représentation du vernaculaire qui sélectionne ce qui est historique, ce qui a valeur d'identité locale. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas forcément. Parfois on sait, mais parfois on ne sait pas. Quelques exemples qu'on retrouve par abus de langage, c'est vraiment au-delà des intentions de valorisation, notamment dans les parcs naturels régionaux, surtout lorsqu'ils sont périurbains. Je cite des motifs paysagers identitaires en Sologne, des villages typiques peints par les impressionnistes. Donc là, directement, on a la référence à la peinture de paysage, au Vexin, des villages ruraux typiques et des étendues champêtres avec vaches écossaises en chevreuse. On peut continuer à l'infini. Le problème, ce n'est pas la sélection, c'est que cette sélection, en fait, occulte des pans entiers de l'espace rural. Et ce revers caché du paysage est souvent d'un lieu de production agricole de taille importante, souvent tout aussi historique ou identitaire. Et ça, c'est une recherche qu'on avait conduite avec l'IRCS sur la périurbanisation autour de Reims qui nous a montré ça. Il y a deux paysages. Alors, côté champagne viticole, le paysage, c'est un paysage agro-industriel qui a fait l'objet d'une valorisation patrimoniale, touristique, économique. C'est effectivement une grande partie de l'économie locale qui est basée là-dessus, mais seulement pour quelques paysages viticoles d'exception, alors maintenant classés à l'UNESCO depuis cet été, ou dans le périmètre du parc naturel régional de la montagne de Reims. C'est légitime. Par contre, le revers, il y a la Champagne céréalière, qui est un paysage agro-industriel tout aussi historique, puisqu'il a vraiment fondé l'organisation du territoire et les liens urbain-rural qui sont anciens dans l'agglomération rémoise, une organisation rurale et industrielle tout aussi ancienne et historique. Par contre, cette ruralité industrielle ne fait pas partie des paysages emblématiques de la Champagne. Catherine Vautrin nous a dit ce matin, pourtant, l'importance qu'elle avait dans l'économie. Alors, pourquoi une telle différence ? Au-delà des intentions, on voit bien que la priorité qui est donnée à ces paysages images ou à une forme d'agriculture idéalisée nous fait oublier que l'agriculture, c'est aussi une manière d'habiter le paysage comme on habite un territoire, c'est-à-dire en l'exploitant. Il y a des fermiers derrière l'agriculture. Donc je vais me placer maintenant de l'autre côté, du côté du paysage produit par l'agriculture, c'est-à-dire du point de vue de la gestion des espaces agricoles. Dès lors qu'on est sur des systèmes naturels, sur des systèmes agricoles, la question de la gestion, de l'entretien est au cœur de la pérennisation de ces espaces. Pourtant, dans les techniques de gestion, justement, la séparation est encore très forte entre espace agricole, espace naturel, espace forestier, espace urbain. On a un pulse où chacun est dans sa case, même s'il y a des évolutions. En France, on a la loi Grenelle qui induit une plus grande interdépendance. Il y a aussi le verdissement de la politique agricole commune. Par contre, cette indépendance, on sait encore difficilement la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, il faut arriver à mettre en place en fait une multifonctionnalité agricole, pas seulement des productions, mais aussi dans le rôle que l'agriculture peut jouer dans le fonctionnement d'un écosystème agri-urbain
naturel, où les trois sont liés. Il y a des images de partage de l'espace, puisque l'ingénierie forestière, en fait, depuis longtemps, développe cette gestion multifonctionnelle, où les forêts sont partagées pour des usages non sylvicoles, la chasse, les loisirs, les réserves naturelles. Il y a l'association du triangle vert de l'Urpois dans le sud de Paris qui l'a développé, mais cette fois-ci entre habitants et maraîchers, donc avec des usages agricoles et non agricoles, où pour maintenir la production maraîchère, l'idée est de faire cohabiter pratique urbaine et agriculture en s'appuyant sur l'acquisition foncière par l'Agence des espaces verts d'Île-de-France qui pérennise quand même l'activité agricole. Mais là-dedans, le public ou riverain, c'est d'abord un invité par des exploitants qui soient sylvicoles ou habitants. Alors, comment aller plus loin ? Toujours dans les forêts, mais avec l'approche des forêts communautaires, on voit là qui a été mis en place aux États-Unis, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni par le ministère de l'Environnement, je crois, mais qu'on a aussi des exemples aux États-Unis, où les usages, les initiatives d'exploitation, les initiatives de boisement sont prises, c'est des projets développés par la communauté qui va les mettre en œuvre, et ce qui montre qu'en aménagement, ce partage de l'espace doit mobiliser en fait une conception de l'environnement bien plus large, conception de l'environnement qui intègre des fonctionnements écologiques et des fonctionnements agricoles, des dispositifs d'organisation urbaine et les usages que l'homme fait de ces espaces-là. Cette convergence va impliquer forcément de croiser des modes de gestion qui sont très différents. On parlait de formation ce matin, chaque formation a une pratique de gestion, des techniques qui sont différentes. Alors, je reviens sur le verdissement des politiques de la PAC, parce qu'en fait, ça permet d'aller dans ce sens, si on va suffisamment loin. Pour l'instant, elles sont mises en œuvre avec des objectifs qui sont seulement écologiques. Déjà, les calculs des surfaces subventionnées ont quand même évolué parce qu'elles tiennent compte maintenant en fait des environnements riverains, donc des boisements, des marais, des étangs, des mares, qui permettent en fait de combiner la protection des espaces naturels, de la biodiversité et des cultures. Alors effectivement, les haies, ça protège du vent, ça limite les ruissellements et ça sert d'habitat pour la biodiversité. Les lisières, les bandes enherbées, les jacères florales, ça héberge des espèces qui vont manger les ravageurs des cultures. Donc on voit bien des combinaisons qui commencent à se mettre en place, qui sont encore timides, parce qu'elles sont quand même basées sur le volontariat des agriculteurs, mais on peut aussi facilement aller plus loin en considérant que ces continuités servent à des pratiques urbaines, puisqu'elles servent pour faire circuler les espèces animales et végétales, elles peuvent aussi servir pour faire circuler l'espèce humaine, y compris à l'échelle d'un bassin de vie. Un projet qui a été fait par le département du Haut-Rhin dans le cadre d'un programme européen Interreg, sous l'acronyme GERPLAN en fait, où l'idée a été de mettre en place en fait des plans de gestion partagée de l'espace rural et périurbain, qui sont en fait des outils de planification combinés, à la fois urbaine et rurale. Alors les objectifs sont des plus classiques, on les retrouve partout. Il s'agit de préserver les milieux naturels, les paysages, d'optimiser la production agricole et de maintenir l'étalement urbain. C'est par contre la forme qui est plus intéressante, puisque c'est les intercommunalités qui vont identifier des espaces en fait collectifs
donc chaque intercommunalité identifie, il y a tout un panel où il y a des habitants, il y a des exploitants, il y a des associations, il y a aussi des partenaires, il y a la Chambre d'agriculture qui est impliquée, en l'occurrence, il y a aussi un PNR, c'est dans les Vosges, le PNR du Ballon des Vosges. Donc on a le département, bien évidemment, on a tout un réseau d'acteurs qui sont les acteurs impliqués dans l'aménagement et les habitants et les exploitants à l'échelle d'une intercommunalité. Donc c'est eux qui définissent ces espaces d'intérêt collectif et les actions qu'ils vont réaliser à l'intérieur de ces espaces d'intérêt collectif. Ce qui est intéressant, c'est aussi les modes de financement. Parce que, alors bien évidemment, toute l'infrastructure, toute l'animation est aidée par le programme Interreg, c'est un côté expérimental, mais les budgets pour réaliser les actions, pour les mettre en œuvre concrètement, sont des budgets pris dans les contrats ruraux, c'est-à-dire dans les subventions que le département alloue aux collectivités territoriales, c'est-à-dire des lignes budgétaires qui existent déjà. Alors, le fait que les actions soient propres à chaque intercommunalité donne en fait une très grande diversité d'actions qui vont être réalisées et mises en œuvre par les exploitants et les habitants qui, cette fois-ci, sont tout autant acteurs que usagers invités. Alors ça, c'est sur l'intercommunalité de Temps-Cernay, ça va de la plantation de fruitiers à la mise en place de distributeurs de forêts, de requalification de zones naturelles, de plantation de zones d'activité, donc avec des interventions qui sont de nature agricole, de nature plus d'entretien des espaces naturels, mais une diversité d'actions où tout, finalement, tout reste possible. Donc on est là à l'échelle d'une intercommunalité, mais on voit bien que là où nous amène cette réflexion sur l'agriculture à l'échelle d'une région urbaine, c'est lié en fait des connectivités qui peuvent être de la circulation ou des connectivités écologiques, et une multifonctionnalité des espaces, des productions et des modes de gestion de ces espaces-là. Pour montrer un exemple, je vais m'appuyer sur le système de parc métropolitain de Boston. Alors, ça m'intéresse d'autant plus que c'est une vision en réseau qui date du 19e siècle. Alors, au départ, par un paysagiste, Frederick Lampstead, à l'intérieur de Boston, qui met en place des parcs urbains. Charles Eliot les étend à un échelon métropolitain, toujours en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que ce réseau paysager est aujourd'hui un réseau qui participe en fait au fonctionnement écologique et agricole du Grand Boston. C'est une ossature territoriale où la multifonctionnalité des espaces est d'abord, et on voit sur cette image qu'on a le réseau des fermes, on a le réseau des espaces protégés, et on part de ce système de parc urbain. Cette multifonctionnalité, elle est basée, et ça dès le 19e siècle, sur une accessibilité publique maximale. C'est vraiment un point important. Pierre Donadieu l'avait soulevé ce matin. Donc on a une très grande diversité, à la fois des espaces naturels protégés, des réserves, des parcs nationaux, et des engagements des populations, des jardins familiaux, des marchés. On a une très grande variété.
Et cette visibilité, elle est cartographiée, hein, elle est montrée dans des cartes. Elle est aussi accompagnée par des relais qui sont des associations, des fondations, où on voit bien que ces relais, ils ont un rôle essentiel parce que c'est eux qui vont favoriser en fait l'émergence de besoins. Ils vont aider aussi à la mise en œuvre des projets par les populations elles-mêmes, ou ils vont aussi simplement aider à activer des besoins quotidiens, parce que c'est quand même la quotidienneté de notre usage, de nos pratiques de l'espace, hein, qui fait aussi qu'on va s'approprier. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que toutes ces fondations, en fait, elles sont assez anciennes. Elles ont été impliquées, une certaine date même du XIXe siècle. Elles se sont impliquées dans la préservation des espaces naturels. Elles se sont impliquées dans la préservation du cadre de vie à partir des années 70. Et maintenant, elles soutiennent l'agriculture urbaine. Y compris The Trustees of Reservation, fondée par Charles Elliott en 1891, hein, pour développer le système de parcs métropolitains. La boucle est bouclée. Hein. On voit bien dans cette boucle, en fait, surtout comment le problème s'est déplacé. Espace naturel, espace agricole et espace urbain font partie de notre environnement quotidien. Et c'est cette complexité-là que le continuum urbain-rural porte et que l'agriculture dans cette situation. Et ce qui est intéressant, et on le voit dans l'agriculture urbaine, hein, c'est qu'elle peut être activée par une diversité d'occupations, y compris à l'échelle d'une région urbaine et rurale, et que le fait de lier fonctionnement écologique des écosystèmes, y compris agricoles, usage et pratique, permet justement d'envisager des solutions qui facilitent cette connexion. Alors, le Millennium Ecosystem Assessment a défini un lien entre écologie et bien-être humain en 2005, qui a été traduit en service écosystémique. Mais Alexander Stahl, à Stockholm, il a aussi expérimenté des outils de planification urbaine où il lie le biotope, donc l'environnement physique, au sociotope, donc aux usages et aux pratiques, au système de planification. Donc on voit qu'on a des outils, des capacités de transformation d'outils dans lesquels l'agriculture a aussi un rôle important, pas seulement en ville, mais dans l'organisation d'un système urbain qui est à la fois urbain et rural.